Pendant près d'un siècle, une couleur a dominé nos campagnes. Un orange invincible, symbole absolu de la grandeur française. Des centaines de milliers de machines forgées par nos ouvriers pour nos paysans. Puis, un matin d'hiver, tout s'effondre. Le dernier géant national est effacé, vendu en secret à un rival étranger pour un prix caché. Pas un scandale, pas une seule grève, juste un silence glaçant. Comment la France a-t-elle pu abandonner ce trésor sans se battre? Voici l'histoire oubliée des tracteurs Renault. Restez bien avec moi jusqu'à la toute fin pour comprendre comment cet empire a pu disparaître aussi silencieusement. Avant de plonger dans cette enquête, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour soutenir ce travail documentaire. Dites-moi aussi dans les commentaires de quelle région ou de quel pays vous regardez cette histoire. J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs et voir jusqu'où voyage notre mémoire. Installez-vous confortablement. L'épopée commence maintenant. Tout commence dans la boue. Pas une boue ordinaire, mais cette glaise froide, épaisse et implacable qui a englouti une génération entière d'hommes dans les tranchées de la Somme et de la Marne. Entre 1914 et 1918, la terre de France a été déchirée, meurtrie, retournée par des millions d'obus écrasés par le poids d'inventions terrifiantes. Mais derrière ces monstres d'acier, dans l'ombre retentissante et enfumée des forges de Boulogne-Billancourt, se tient un homme dont le destin va lier à jamais le métal à la terre fertile. Louis Renault n'est alors pas seulement un brillant industriel de l'automobile naissante, il est devenu un véritable titan de l'effort de guerre nationale. De ses usines sortent par milliers des munitions, des camions et surtout l'arme absolue de la victoire, le char FT. Un petit blindé redoutable, agile, équipé d'une tourelle pivotante, capable de s'extirper des pires cratères et de dompter cette boue dévoreuse d'hommes. Renault a mis toute la puissance de son génie mécanique au service de la destruction, car la survie de la nation l'exigeait. Puis vient le matin gris du 11 novembre 1918. Le clairon sonne enfin l'armistice. Le silence, d'un seul coup, retombe sur une Europe exsangue. Mais aux portes de Paris, dans les usines Renault, ce silence possède une résonance particulièrement lourde. C'est le bruit assourdissant des chaînes de montage qui s'arrêtent. Les commandes militaires de l'État sont coupées nettes. Des milliers d'ouvriers regardent ces immenses ateliers, encore tièdes de la frénésie guerrière, subitement plongés dans le désœuvrement. L'acier commence à refroidir. Pour un patron de la trempe de Louis Renault, ce silence industriel est une anomalie insupportable. Un outil d'une telle envergure ne doit jamais s'arrêter. Il faut lui trouver un nouveau souffle, une nouvelle urgence. La réponse ne va pas surgir des bureaux d'études ou des ministères parisiens, mais de la terre elle-même. Car loin du fracas de ses usines, Louis Renault cultive un sanctuaire à Erqueville, en Normandie. Un domaine agricole majestueux, de près de 2000 hectares. Là-bas, il dépouille son costume de magnate redouté pour devenir un gentleman farmer exigeant, un homme qui aime frotter la glèbe entre ses doigts et examiner la qualité de ses semis. En regardant ses propres champs, désespérément vides après la grande saignée tragique de la guerre, une fulgurance le frappe. Une idée d'une simplicité presque enfantine, mais qui va bouleverser l'histoire rurale du pays tout entier. Si son char de combat a pu franchir les tranchées les plus abruptes sous le feu ennemi, s'il a pu arracher la victoire au milieu des cratères dévastés, il peut assurément tracter une charrue lourde. La machine qui a labouré les champs de bataille peut désormais retourner les champs de blé. C'est ainsi que sur les chaînes de Billancourt, à l'endroit même où la sueur des ouvriers produisait l'armement, la silhouette martiale du char FT est dépouillée de son blindage. On conserve l'adhérence des chenilles, on garde le cœur battant de ce moteur 4 cylindres vaillant, et l'on donne naissance, à l'aube de la paix, au type GP. Le tout premier tracteur Renault n'est pas le fruit froid d'une stratégie commerciale. Il est la rencontre instinctive entre un homme, une terre qui a faim, et un métal qui refuse de dormir. La France vient de perdre ses fils, elle n'a plus les bras nécessaires pour moissonner. L'acier de la guerre va donc se faire paysan. Cet acte de rédemption industrielle transforme l'outil de mort en instrument de vie, posant dans un silence presque sacré les fondations d'une épopée qui allait bientôt teinter d'orange nos campagnes. Mais l'étroitesse de l'île Séguin et des rives de Billancourt, étouffées par les méandres de la Seine, freine très vite cette nouvelle ambition paysanne. Dès l'hiver qui suit la fin des combats, le regard perçant de l'industriel se tourne vers l'ouest, vers les vastes étendues planes et verdoyantes de la Sarthe. La ville du Mans offre tout ce dont un bâtisseur d'empire peut rêver, un carrefour ferroviaire vital et, par-dessus tout, une main-d'œuvre issue de cette petite paysannerie vaillante, habituée au labeur rugueux et prête à offrir ses bras. Louis Renault y acquiert des dizaines d'hectares de terre avec la vision grandiose d'y ériger une authentique cité industrielle. Pourtant, les promesses de ce sol sartois tardent à éclore. Durant les interminables années de l'entre-deux-guerres, le grand site Manceau cherche douloureusement sa vocation. On y monte un atelier de réparation chaotique, on issue du bois,
On y caresse même des rêves aériens avec la firme Caudron, des chimères métalliques qui ne s'envolent jamais tout à fait. La cathédrale promise ressemble alors à une immense salle d'attente balayée par les vents. Le mont somnole, ignorant encore le grand bouleversement mécanique qui couvre en son sein. Il faudra paradoxalement attendre que la nuit tombe sur la France pour que la force s'éveille. L'année 40 précipite le pays dans les affres de l'occupation allemande. Sous la botte de l'envahisseur et pour désengorger une région parisienne devenue bien trop exposée, le cœur battant de la production agricole est arraché de Billancourt pour être replanté dans l'urgence en Sarthe. C'est dans cette atmosphère suffocante de pénurie, de silence contraint et d'angoisse sourde que les premiers véritables tracteurs à roues s'assemblent. Mais la fureur du monde finit par rattraper ce fragile refuge. En 43, puis au printemps 44, le ciel sartois se déchire brusquement. Les bombardiers alliés, cherchant à anéantir l'effort de guerre qui nourrit l'occupant, déversent un déluge de feu sur l'usine. Dans un fracas de fin du monde, les toitures s'effondrent dans des nuages de poussière, l'outillage est calciné, et la suie recouvre le travail acharné des hommes. L'usine titube, éventrée par les cratères, mais refuse héroïquement de s'effondrer. Elle tient bon, attendant avec fièvre la lueur lointaine de la libération. Quand la liberté illumine enfin le pays à la fin de l'été, elle s'accompagne d'un crépuscule d'une infinie noirceur pour le fondateur. Accusé de collaboration économique, Louis Renault, le génie colérique, l'homme qui avait motorisé la première victoire, est jeté sans ménagement dans les geôles froides de Fresnes. L'ancien titan de l'industrie s'éteint dans l'anonymat lugubre d'une cellule en octobre, emportant dans le tombeau le secret d'une mort équivoque, jamais totalement élucidée. Le père de l'Empire est tombé, foudroyé par la foudre impitoyable de l'histoire. Mais l'heure, elle, est confisquée pour renaître de ses cendres. Quelques mois plus tard, la plume implacable de l'État redessine le destin du losange. L'entreprise est saisie et transformée en régie nationale. L'État français devient le maître souverain des usines. Pour la division agricole miraculée du Mans, cette mainmise étatique est une pure providence. La France est exsangue, la terre est en friche, la nation a cruellement faim. Le tracteur de Sarthe n'est désormais plus une simple machine commerciale. Il vient d'être érigé par la République en arme absolue de la reconstruction nationale. Car cette arme est vitale face au visage d'une France rurale qui, au sortir de la guerre, ressemble à s'y méprendre à celle du siècle précédent. Le pays qui a inventé l'automobile de masse est paradoxalement resté figé dans un Moyen-Âge paysan. Dans les plaines brumeuses de la Beauce, comme sur les coteaux escarpés du Sud, la terre s'ouvre encore à la force des muscles et au rythme lent et saccadé de 5 millions de bêtes de trait. La densité mécanique y est presque risible, à peine un tracteur pour plus de 150 hectares. Le souffle lourd des chevaux de labour, le pas pesant des bœufs sous le joug, la sueur des hommes courbés sur le sillon des premières lueurs de l'aube. Voilà l'archaïsme dramatique d'une nation épuisée qui n'a plus la force de se nourrir elle-même. Les rendements sont faméliques. La France a cruellement faim et ce dénuement absolu la rend infiniment vulnérable aux influences extérieures. C'est alors que survient une véritable déferlante venue de l'autre côté de l'Atlantique. Avec le plan Marshall, l'Amérique généreuse déverse non seulement ses capitaux providentiels, mais surtout sa prodigieuse puissance mécanique. Dans les grands ports du Havre ou de Bordeaux, les grues déchargent par dizaines de milliers des monstres d'acier rutilant. Les carrosseries rouges de Farmal et d'International Harvester, les capots verts de John Deere, les silhouettes imposantes de Massey Harris envahissent les chemins creux de nos provinces. Face aux charrettes tirées par des juments fatigués, le rugissement de ces puissants moteurs diesel américains sonne comme un avertissement. Ce sauvetage économique est aussi une conquête silencieuse, une prise de pouvoir sur les arpents français. Si le paysan s'habitue à ne jurer que par la technologie d'outre-Atlantique, la souveraineté alimentaire et industrielle de la nation s'effondrera avant même d'avoir été reconstruite. Pour l'État planificateur, pour l'esprit de Jean Monnet qui orchestre le redressement du pays, il n'y a pas d'alternative possible. La France doit répliquer. Elle doit forger ses propres outils, dicter sa propre cadence. La Régie Renault, érigée en bras armés de cette reconquête territoriale, lance alors la grande contre-offensive. Le site du Mans n'a dès lors plus le droit de tâtonner. Sous l'impulsion fiévreuse d'une administration d'après-guerre qui exige des résultats immédiats, l'usine sartoise change brutalement de dimension. Ce qui n'était encore qu'un modeste assemblage d'ateliers hétéroclites se mue, brique après brique, poutre après poutre, en une véritable cathédrale industrielle. Les toitures ont dents de scie s'étirent à perte de vue pour capter la lumière crayeuse du ciel. La chaleur étouffante des fonderies fait trembler l'air au-dessus de l'avenue Pierre-Pifot, et l'odeur âcre de l'huile d'usinage s'incruste profondément dans les murs. Mais ces machines complexes ne se montent pas toutes seules. Pour assouvir cette soif dévorante de production, l'usine a besoin de bras. Et elle va les puiser là même où ses tracteurs sont appelés à régner, dans les campagnes environnantes. Un exode intérieur,
silencieux et prodigieux, s'organise alors. Des centaines, puis des milliers de jeunes hommes quittent les petites fermes familiales de la Sarthe, de la Mayenne, du Maine et bientôt d'Afrique du Nord. Ils troquent leurs sabots de bois contre des chaussures de sécurité, la fourche usée pour la clé de serrage, le chant matinal du coq pour le hurlement strident de la sirène qui rythme l'impitoyable ballet des 3/8. C'est ici, dans l'ombre vibrante de ces grandes nefs de tôle, que se joue un bouleversement d'une poésie presque cruelle. Ces fils de paysans viennent prêter leurs mains calleuses pour fabriquer de toutes pièces l'instrument qui va définitivement libérer leur père de la servitude millénaire de la terre. Noyés dans le tintamarre assourdissant des presses et sous le passage incessant des ponts roulants, ils assemblent méticuleusement ces colosses de fonte. Ils abandonnent une terre éreintante pour forger les moteurs qui, demain, vont la retourner, la dompter et la transformer à tout jamais. De ces entrailles de métal et de bruit jaillit alors, au seuil du printemps 56, l'icône absolue d'une génération. Une machine à la silhouette ramassée, robuste, infatigable, le D22. Ce n'est plus un simple engin agricole. C'est le symbole éclatant d'une ère nouvelle. Avec ses 22 chevaux vapeur, son moteur diesel crachant un panache noir et son endurance à toute épreuve, il devient instantanément le roi des campagnes. Mais au-delà de sa mécanique irréprochable et de sa force de traction, ce tracteur porte en lui une révolution visuelle d'une puissance inouïe. Jusqu'à présent, les engins sortis des chaînes de la régie arboraient des teintes tristes, des grises anonymes, des ocres sans âme ou des jaunes fades qui se fondaient tristement dans la grisaille des jours de pluie. Face aux concurrents étrangers qui imposent déjà leurs identités visuelles, le vert sombre et solennel des Américains ou le rouge vif des tracteurs internationaux, la firme française se doit de frapper à un grand coup. Il lui faut une armure étincelante, une signature que l'on reconnaîtrait à des kilomètres. Le choix se porte sur une nuance très précise, presque agressive de vitalité, le RAL 2010, officiellement baptisé Orange Signal. Sur le papier, les ingénieurs justifient ce choix par la logique implacable de la sécurité. Cette couleur offre une visibilité maximale dans la brume des aubes hivernales, elle tranche vigoureusement avec la verdure des pâturages, et elle signale de loin la lente machine sur les petites routes sinueuses du bocage. C'est un choix pragmatique, un argument de vente tout à fait rationnel. Pourtant, personne dans les bureaux d'études parisiens ni dans les ateliers Manceau ne peut imaginer que ce simple bain de peinture industrielle va s'imprimer de manière indélébile dans l'inconscient collectif d'une nation tout entière. Cette teinte cesse instantanément d'être une vulgaire référence de catalogue pour devenir un authentique paysage émotionnel. Fermez les yeux et replongez dans cette France rurale des années 60. Il est 5 heures du matin. L'air est glacial, l'herbe est alourdie par la rosée et la brume s'accroche encore avec obstination aux lisières des bois. Soudain, le silence engourdi de la ferme est brisé par le tout-sautement rauque, métallique, presque vivant, d'un moteur diesel froid qui s'ébroue. L'odeur piquante du gazole non brûlé se mêle intimement au parfum âcre du foin humide et du fumier. Et là, fendant l'épais brouillard matinal, apparaît une tache d'une luminosité insolente. Un éclat orange vif, saturé, triomphant, qui roule lentement vers les sillons pour aller affronter la terre. Pour tous les enfants nés dans une ferme française au cours de ces décennies, cette apparition constitue le premier véritable souvenir sensoriel de l'existence. L'orange n'est plus seulement une peinture de carrosserie, c'est la couleur viscérale de l'enfance. C'est l'odeur du père qui rentre épuisé et poussiéreux des moissons. C'est le bruit rassurant qui anime la cour. C'est ce siège métallique brûlant sous le soleil d'où l'on se hisse secrètement, le cœur battant, pour faire semblant de conduire. Le tracteur orange perd son statut de simple outil de production. On lui parle, on le ménage, on le flatte. Il entre dans la famille. On ne dit plus trivialement le tracteur, on dit le D22 du grand-père ou le Super 7 du père. Cet orange signal va unifier les paysages morcelés de la France. Des pommeraies normandes jusqu'aux terres rudes et caillouteuses de l'Aveyron, cette même robe flamboyante rythme les saisons. Elle encaisse les griffures des ronces, blanchit légèrement sous les canicules successives, mais ne perd jamais sa noblesse. Le métal et la chair sont alors unis par une couleur devenue l'emblème d'une paysannerie souveraine, scellant une romance parfaite entre la glèbe ancestrale et le génie industriel français. Cette romance triomphante atteint son apogée absolu au creux des années 70. L'usine du Mans n'est plus seulement une fabrique de machines. Elle s'est érigée en un monde complet, un écosystème total qui palpite au rythme frénétique des chaînes de montage. Avec plus de 10 000 ameubants chaque jour derrière ses murs, la régie est devenue le centre de gravité, le soleil écrasant autour duquel gravite toute la société sartoise. Y entrer n'est pas simplement trouver un emploi, c'est intégrer une famille tentaculaire et protectrice. C'est l'âge d'or du paternalisme industriel français, un mot qui évoque aujourd'hui une soumission docile, mais qui, à l'époque, incarnait une chaleur rassurante. La régie organise tout. Elle soigne dans ses centres médicaux,
Elle loge, elle bâtit des coopératives où l'on achète à bas prix. Elle envoie les fils et les filles d'ouvriers respirer l'air marin dans ses innombrables colonies de vacances. Le cœur battant de cette micro-société se révèle chaque midi lorsque la gigantesque cantine ouvre ses portes. Il ne s'agit pas d'un de ces réfectoires froids et anonymes où l'on avale un plateau à la hâte. Non, c'est un authentique repas partagé. Entrée, viande en sauce, fromage, dessert. Des milliers d'hommes en bleu de travail, les mains à peine dégraissées, s'attablent ensemble dans un brouhaha formidable. Ce rituel massif du déjeuner est un acte d'humanité fondamental qui soude les équipes. Mais cette grande famille n'est en rien une masse silencieuse ou soumise. Elle est au contraire traversée par une ferveur revendicative exceptionnelle. La culture syndicale, farouchement dominée par la CGT, est d'une intensité légendaire. La fierté ouvrière y est si incandescente qu'elle se transforme souvent en colère structurée. On se bat pour les cadences, pour les salaires, pour la dignité. Les grèves de 68 n'ont pas éclaté d'abord sur les barricades étudiantes parisiennes, mais bien ici, dans la Sarthe, dès les premiers jours du printemps, portées par ces mains couvertes de cambouis qui savent que sans elles, aucun champ de France ne sera moissonné. Car la véritable magie de cette époque réside précisément de l'autre côté de la chaîne d'assemblage, bien au-delà des grilles de l'usine. À des centaines de kilomètres de là, dans la solitude venteuse des grandes plaines céréalières, un autre homme vit au même rythme que l'ouvrier du Mans. Le paysan français, assis au volant de son rutilant Renault flambant neuf, partage exactement la même fierté poignante. Il n'achète pas seulement une force de traction hydraulique, il fait l'acquisition d'un morceau de la grandeur nationale. Les publicités de la marque cultivent d'ailleurs habilement cette double mythologie. Le losange jaune se dresse fièrement au-dessus des épis de blé lourd, à côté des familles endimanchées qui posent autour de la carrosserie orangée. L'ouvrier manceau, étouffant près de la chaleur des fonderies, ne rencontrera jamais le céréalier bourguignon ou le vigneron girondin. Leurs mondes sont socialement étanches. Et pourtant, un fil invisible, tissé de fierté et de labeur, les relie indéfectiblement. C'est un pacte d'acier silencieux. L'un ajuste le bloc moteur avec la précision méticuleuse de celui qui sait qu'une panne au milieu des semailles serait un désastre. L'autre entretient, graisse et bichonne cette mécanique avec le respect absolu dû au sang et à la sueur du prolétaire qui l'a forgé. Entre le peuple des forges et le peuple des champs, l'harmonie est parfaite. La France s'admire dans son propre reflet industriel. Chaque tracteur qui sort des halles de Sarthe est une promesse tenue, une preuve éclatante que la nation maîtrise son destin, de l'enclume jusqu'au grain. Ce pacte non écrit constitue l'âge d'or béni d'une souveraineté heureuse, une époque suspendue où la couleur d'un simple engin agricole réussissait le prodige de réconcilier la modernité triomphante et la terre éternelle. Cet élan majestueux propulse la division agricole vers des sommets vertigineux à l'aube des années 70. L'usine du Mans atteint alors son apogée absolu, une démesure chiffrée qui donne encore aujourd'hui le vertige. 10 667 salariés franchissent quotidiennement les grilles de l'avenue Pierre-Pifot. C'est une armée pacifique dédiée à la mécanique, la plus grande concentration ouvrière de toute la région. À cet instant précis de l'histoire, la firme française semble absolument invincible. L'orange ne se contente plus de colorer l'hexagone. Il s'exporte, il conquiert, il traverse les frontières avec une insolence salvatrice. Des forêts scandinaves jusqu'aux terres arides d'Afrique du Nord, en passant par l'exigeant marché allemand où l'on respecte plus que tout la robustesse de ces machines tricolores, le losange brille sous toutes les latitudes. Renault Agriculture n'a plus rien à envier aux géants d'outre-Atlantique, aux maîtres forgerons d'outre-Rhin. Elle est devenue, à la force des poignets, une authentique dynastie mondiale. Le couronnement technologique de cette domination fulgurante prend la forme d'une innovation magistrale, dévoilée en 1981, la mythique cabine TX. Jusqu'alors, conduire un tracteur signifiait accepter de subir les morsures du vent glacial, la poussière suffocante des moissons et le vacarme infernal du moteur s'infiltrant dans les tympans. En s'appuyant sur l'immense expertise automobile de la maison mère, les ingénieurs sartois révolutionnent le quotidien paysan. Ils offrent au monde agricole un confort inouï, une isolation phonique digne d'une grande berline routière, une ergonomie repensée où la rudesse de la terre s'efface derrière des vitres panoramiques teintées. Avec sa silhouette anguleuse, moderne, presque altière, le tracteur français devient un véritable salon de pilotage suspendu au-dessus des modes de terre. La presse internationale s'incline devant ce tour de force. Le fleuron tricolore est à son zénith, fier, majestueux, dominant un marché qu'il semble tenir d'une main de fer. Mais au sommet de la plus haute montagne, l'air commence inévitablement à se raréfier. Derrière les façades éclatantes des concessions et l'enthousiasme bruyant des grands salons agricoles, une musique plus sombre, plus lente, s'installe insidieusement. Le monde paysan,
Ce socle millénaire qui justifiait l'existence même de ces usines est en train de s'effriter sous le poids d'une modernité implacable. Les petites exploitations familiales, jadis si nombreuses à rythmer la vie des villages, disparaissent une à une, avalées par les vagues de remembrement. De plusieurs millions au sortir de la guerre, le nombre d'agriculteurs français s'effondre inexorablement pour s'approcher du million. Puis vient l'année 1984 et le couperet de la politique agricole commune européenne. L'instauration brutale des quotas laitiers freine net la croissance et les espoirs. La terre ne doit plus produire à l'infini. Les carnets de commandes se contractent douloureusement, et une angoisse sourde remplace peu à peu l'euphorie insouciante des 30 glorieuses. Pourtant, la menace la plus terrifiante ne vient pas des champs de la Beauce, ni des bureaux de Bruxelles, ni même de la concurrence étrangère féroce. Elle naît dans des couloirs feutrés, loin de l'odeur de la terre humide et du cambouis, au cœur même de la direction parisienne du groupe. La maison mère, celle qui fabrique des citadines et observe le monde depuis ses tours de verre, regarde soudain sa filiale campagnarde avec une froideur inédite. Les temps ont changé. Dans les salons de la capitale, des rumeurs alarmantes commencent à circuler, portées par des mots nouveaux, des concepts technocratiques tranchants comme des lames. On ne parle plus d'aménagement du territoire, de souveraineté alimentaire ou de fierté nationale. On murmure, d'abord à demi-mot, puis avec une insistance glaçante, que le tracteur est peut-être devenu une anomalie. L'orage se lève dans les bilans comptables, lent, invisible et silencieux, prêt à balayer sans trembler l'œuvre magistrale d'un demi-siècle. Il faut maintenant quitter les vastes plaines céréalières et la chaleur réconfortante des fonderies sartoises pour monter vers la capitale. C'est là, dans l'atmosphère raréfiée, feutrée et glaciale des sièges sociaux parisiens, que le destin du tracteur orange va irrémédiablement basculer. Au milieu des années 80, le paysage s'assombrit brutalement, non pas à cause des nuages menaçants au-dessus de la Beauce, mais en raison d'un cataclysme financier d'une ampleur vertigineuse. La maison mère, cet immense empire automobile qui produit des voitures populaires par millions, est soudainement frappé d'une hémorragie foudroyante. Renault perd des milliards de francs, l'argent s'évapore à une vitesse terrifiante. L'ancienne vitrine sociale et industrielle de la France, le fleuron intouchable des nationalisations d'après-guerre, chancelle au bord d'un gouffre béant, menaçant d'entraîner dans sa chute pure et simple des dizaines de milliers d'emplois. Face à ce naufrage imminent, l'État actionnaire panique et réagit avec la brutalité froide des situations désespérées. En janvier 1985, un homme est sommé de prendre la barre du navire en perdition, Georges Besse. Ce grand commis de l'État n'est pas un sentimental, ni un passionné charnel de belle mécanique. C'est un dirigeant implacable, un redoutable chirurgien de l'industrie, missionné pour sauver le groupe automobile par tous les moyens nécessaires. Sa thérapie de choc est d'une violence inouïe. Il taille dans les effectifs à grands coups de hache, ferme les vannes du crédit, vend des filiales entières et licencie massivement sans trembler. Si le destin tragique de Georges Besse s'arrête net sur un trottoir de la capitale, fauché devant son domicile par les balles assassines d'un commando terroriste à la fin de l'année 86, son successeur, Raymond Lévy, poursuit sa cure d'austérité avec la même rigueur clinique et la même indifférence absolue aux états d'âme. C'est précisément sous le règne d'urgence vitale qu'un mot nouveau pénètre dans le vocabulaire quotidien de la direction générale. Un vocable en apparence inoffensif, presque élégant dans sa rationalité, mais qui contient un venin mortel pour la fière division d'outillage agricole, le recentrage. Dans la novlangue désincarnée de la finance d'entreprise, se recentrer signifie s'amputer méthodiquement de tout ce qui ne concerne pas strictement le métier de base. Désormais, pour survivre, la régie ne doit penser, respirer et fabriquer que de la voiture et de l'utilitaire léger. Tout le reste, toutes les diversifications qui faisaient autrefois la singularité et la grandeur du groupe, devient soudainement suspect, périphérique, inutile. La logique purement financière remplace brusquement la logique d'aménagement du territoire, et ce poison lance un filtre dans chaque strate de décision avec une efficacité redoutable. Dans cette vision étriquée, où l'urgence dicte chaque choix, Renault Agriculture, malgré son histoire flamboyante et son lien charnel avec la nation paysanne, change de statut du jour au lendemain. Aux yeux des dirigeants et des directeurs financiers enfermés dans leurs bureaux, loin de l'odeur âcre du gazole et de la terre retournée, l'usine du Mans n'est plus cette cathédrale héroïque qui a jadis sauvé la France de la famine. Elle est reclassée sous une étiquette d'une froideur insoutenable, un actif non stratégique. Le tracteur orange, autrefois célébré comme l'alliance glorieuse du monde ouvrier et de la terre, l'objet puissant qui faisait briller de fierté les yeux des enfants dans les cours de ferme, est instantanément vidé de toute sa noblesse poétique. Il n'est plus qu'une ligne rouge vacillante sur une feuille de calcul, un poids mort qu'il faudra bien finir par larguer pour assurer les marchés. Au Mans, les hommes continuent de forger l'acier avec la même dévotion, ignorant que leur arrêt de mort industriel vient d'être secrètement rédigé dans l'encre glacée des bilans comptables.
Dans l'ombre de ces condamnations financières prononcées à Paris, les années 90 s'ouvrent sur un champ de bataille mondialisé dont la brutalité dépasse tout ce que les ingénieurs sartois avaient pu redouter. Le marché du machinisme agricole n'est plus ce jardin européen où l'on pouvait prospérer en écoulant fièrement quelques dizaines de milliers de machines par an. À l'échelle de la planète, les frontières s'effacent brusquement au profit de fusions titanesques. Les concurrents historiques, autrefois à portée de tir, se dévorent et s'amalgament pour donner naissance à des monstres industriels aux ramifications infinies. L'icône Massey Ferguson est engloutie par le rouleau compresseur américain Ajo, tandis que l'italien Fiat s'unit intimement à New Holland pour forger l'empire colossal CNH. Dans cette nouvelle arène peuplée de géants insatiables, où les investissements nécessaires pour la recherche et le développement atteignent des sommes astronomiques, la taille critique devient la seule et unique condition de survie. Face à ces mastodontes qui inondent la planète entière, la division agricole française, si vaillante et respectée soit-elle, se retrouve dramatiquement sous-dimensionnée. Elle manque cruellement de ces volumes gigantesques qui permettent seuls de rentabiliser les technologies du futur. Isolée, menacée d'étouffement, la firme comprend qu'elle ne peut plus lutter seule. Alors, pour conjurer le spectre effrayant de la fermeture, pour arracher au destin une année de grâce, puis 2, puis 5, la direction de Renault Agriculture s'engage dans une lutte désespérée. Puisque la maison mère automobile refuse obstinément de lui accorder les crédits vitaux, il faut aller chercher le salut ailleurs. Commence alors une lente, subtile et douloureuse dilution de son identité mécanique. Pour que le losange continue de briller au bout des sillons, la firme n'a d'autre choix que de pactiser avec ceux-là même qui la concurrence. Des accords techniques d'une immense complexité sont signés pour combler les vides. Sous les capots plongeants de la nouvelle série, on vient greffer des moteurs américains John Deere. Le cœur palpitant qui fait vibrer la carrosserie orange bat désormais avec un accent étranger. L'ossature même de la machine est morcelée. Une vaste co-entreprise est bâtie à Beauvais, à parts égales avec Massey Ferguson, pour fondre en commun les échelles arrière et concevoir les transmissions de demain. La marque en est même réduite à distribuer dans ses propres concessions les engins de manutention du britannique JCB ou les tracteurs spécialisés de l'italien Agritalia. Chacune de ces manœuvres est, en apparence, un authentique coup de génie stratégique, une prouesse d'ingénierie diplomatique qui maintient miraculeusement les chaînes du Mans en mouvement. Mais derrière ce sauvetage de façade se dissimule une vérité d'une mélancolie absolue. Le constructeur souverain qui motorisait la nation s'est transformé en un habile assembleur d'organes empruntés. Le fier tracteur français devient peu à peu un puzzle, un assemblage hybride où l'indépendance s'effrite à chaque nouveau contrat. Le patient respire encore, la peinture brille toujours sous le soleil d'été. Mais cette respiration s'effectue sous perfusion. C'est l'agonie lente et silencieuse d'un géant blessé qui, pour retarder l'échéance fatale, accepte de sacrifier morceau par morceau sa propre âme, survivant sur un temps douloureusement emprunté avant le coup de grâce. Pendant que l'usine sartoise lutte pour respirer au rythme de ses alliances de survie, le sommet de la pyramide parisienne change définitivement d'air. La fin des années 90 voit l'avènement d'une nouvelle caste dirigeante, incarnée par l'arrivée à la présidence de Louis Schweitzer. Issu de la haute bourgeoisie intellectuelle, pur produit de la prestigieuse École nationale d'administration, cet ancien directeur de cabinet ministériel n'est plus un homme de la forge. C'est un énarque, un brillant architecte de la finance et de la stratégie globale. Bientôt rejoint par Carlos Ghosn, dirigeant redouté pour sa capacité implacable à traquer le moindre coup superflu, ce nouveau tandem ne perçoit plus l'entreprise comme un patrimoine charnel. Pour ces élites dont le regard embrasse les continents depuis les fenêtres capitonnées des sièges sociaux, le métal rugueux, l'odeur persistante de l'huile de coupe et la sueur des ateliers Manceau sont des réalités lointaines, presque abstraites. La gestion par l'instinct et le patriotisme industriel cède brutalement la place à la dictature froide et silencieuse du tableur financier. Sous leur commandement, 2 séismes majeurs viennent sceller le destin de l'aventure agricole. Le premier est la privatisation progressive du groupe. En s'éloignant définitivement du giron protecteur de l'État, Renault cesse d'être cette régie nationale qui se devait de soutenir la paysannerie française au nom de l'indépendance territoriale. Devenue une simple société cotée en bourse, la marque aux losanges doit désormais rendre des comptes à des actionnaires qui exigent des marges mondiales, balayant d'un revers de main les vieilles considérations romantiques de l'aménagement du territoire. Le second séisme, c'est l'alliance titanesque forgée avec le japonais Nissan en 1999. Ce pari d'une audace inouïe mobilise toutes les ressources, toute l'énergie et l'entièreté de la bande passante de l'état-major. Dans la construction de ce nouvel empire automobile planétaire, le modeste constructeur de tracteurs sartois fait soudain figure d'encombrement. Son sort est jeté, la séparation n'est plus qu'une question de mois. L'entité est d'ailleurs juridiquement isolée, préparée avec soin pour le marché des fusions-acquisitions.
Et c'est précisément ici que se noue la tragédie la plus cruelle, l'ironie la plus déchirante de toute cette histoire. Car au moment même où les directeurs parisiens préparent froidement sa mise en vente, Renault Agriculture ne s'effondre absolument pas. Bien au contraire, elle vit une authentique renaissance commerciale. Piqués au vif, refusant la lente agonie qu'on leur promettait, les ingénieurs du Mans ont jeté leur dernière force pour concevoir une gamme exceptionnelle, baptisée fièrement du nom des divinités antiques. Le Celtis séduit instantanément par son agilité, l'Ares s'impose dans les cours de ferme avec une fiabilité redoutable et le majestueux Atlas, avec ses 250 chevaux colossaux, vient défier pour la première fois de son histoire les géants américains sur le terrain très exclusif des fortes puissances. Les parts de marché remontent en flèche en France. La marque innove, la cabine suspendue est primée. L'Orange n'a jamais été aussi étincelant. Mais cette victoire éclatante du génie ouvrier s'écrase en silence contre le mur d'une logique purement arithmétique. Qu'importe que le tracteur soit magnifique, qu'importe qu'il arrache des larmes de fierté aux vieux céréaliers et qu'il reconquiert les plaines fertiles de la Brie. Un énarque n'écoute pas le chant grave d'un moteur diesel dans la brume du matin. Il lit un retour sur capitaux propres. La division ne sera pas sacrifiée parce qu'elle a échoué, ni parce que ses ouvriers ont démérité. Renault Agriculture va être mise à mort pour l'unique et tragique raison qu'elle ne rentre plus dans les cases bien alignées de la nouvelle matrice mondiale. Un succès paysan qui ne sert pas la cause de l'automobile internationale est une anomalie qu'il faut, avec une courtoisie clinique, rayer de la carte. Le couperet tombe un jeudi d'hiver, dans l'indifférence feutrée de la capitale. Nous sommes le 23 février 2003. Dans quelques heures à peine, les portes du grand salon international du machinisme agricole, le mythique CIMA, doivent s'ouvrir à Paris. C'est le grand rendez-vous annuel où les paysans de toute l'Europe convergent pour admirer les nouvelles bêtes d'acier. Mais en coulisses, loin de la paille et des projecteurs, le sort du dernier grand constructeur tricolore se scelle autour d'une lourde table vernie. Deux hommes se font face. D'un côté, Patrick Faure, aux dirigeants du groupe automobile, fidèle exécutant d'une stratégie décidée plus haut, mandaté pour amputer la branche sans faire de vagues. De l'autre, Helmut Klaas, patriarche charismatique du géant allemand de la machine de récolte. L'industriel d'outre-Rhin possède déjà un empire mondial de la moissonneuse-batteuse, mais il lui manque une pièce maîtresse pour parachever son œuvre de toute une vie, une gamme complète de tracteurs conventionnels. Ce trésor mécanique, il vient de le trouver, tout prêt, forgé par l'excellence des ouvriers sartois. Une poignée de main est échangée, un sourire fige l'instant pour les photographes. L'accord irrévocable est conclu. Le communiqué de presse qui suit est un chef-d'œuvre de cette littérature d'entreprise qui assassine avec des mots polis. Il parle d'alliance stratégique, de synergie providentielle, de transition douce, annonçant que l'Allemand acquiert immédiatement la majorité du capital. Mais le véritable affront, la blessure la plus intime pour tous ceux qui ont donné leur sueur à cette marque, réside dans ce qui n'est pas écrit. Le prix de cette transaction historique est si discret, si dérisoire à l'échelle des milliards de l'alliance automobile japonaise, que ni le vendeur ni l'acheteur n'oseront jamais le rendre public. Une usine mythique, un savoir-faire inestimable, un réseau de distribution tentaculaire et un demi-siècle de mémoire paysanne viennent d'être bradés pour une somme qui ne mérite même pas de figurer en gras dans un rapport annuel. L'entreprise qui équipait nos campagnes depuis les lendemains meurtris de la Grande Guerre vient d'être cédée comme on se débarrasse d'un vieux meuble encombrant. Face à cette tragédie industrielle monumentale, on aurait pu s'attendre à une tempête, à un sursaut d'orgueil national, à une levée de boucliers des ministères, à une indignation populaire dans nos villages. Il n'y aura rien de tout cela. Seulement un silence assourdissant, presque complice. L'État français, autrefois garant acharné de la souveraineté mécanique, détourne poliment le regard, satisfait que l'acheteur promette de maintenir les emplois immédiats. La presse nationale, accaparée par d'autres naufrages sociodramatiques de l'époque, ne consacre que de maigres entrefilets à ce qu'elle considère comme une simple session administrative de plus. Quant aux puissants syndicats du Mans, dont les luttes faisaient autrefois trembler toute la région, ils se retrouvent tragiquement paralysés, pris au piège d'une dialectique empoisonnée. Comment déclencher une grève vengeresse quand le repreneur allemand jure de conserver les ouvriers, de préserver les chaînes de montage et d'injecter des millions pour moderniser les halles? La mort dans l'âme, privés de combat, les représentants du personnel baissent la garde. Ainsi s'éteint une aventure de 85 ans. Non pas dans le vacarme d'une faillite cataclysmique, mais dans le murmure poli d'une signature au bas d'un contrat parisien, effaçant d'un simple trait de plume l'identité souveraine de toute la paysannerie française. L'automne s'installe sur la Sarthe avec une mélancolie inédite. Nous sommes au crépuscule d'octobre 2003. Dans le secret vibrant de l'usine du Mans, la nuit tombe sur les vastes halles d'assemblage, mais personne ne dort.
C'est l'heure d'une métamorphose presque chirurgicale, d'une effraction visuelle qui va arracher l'âme de ces murs sans fer, couler une seule goutte de sang. Dans la pénombre étouffante des immenses cabines de peinture, les techniciens s'affairent avec la précision froide des fossoyeurs. Les tuyauteries sont méticuleusement purgées, les épaisses cuves sont siphonnées. Ce liquide dense, cet orange signalera L 2010 qui colorait la terre de France depuis près d'un demi-siècle, coule une dernière fois dans les rigoles d'évacuation. La couleur viscérale d'une nation entière s'écoule lentement, dissoute par de puissants solvants industriels. Puis, dans un silence pesant que seul rompt le claquement métallique des vannes, les pompes se remettent en marche pour aspirer une teinte nouvelle venue de l'Est. Le vert tendre, ce fameux seed green germanique, envahit les entrailles de l'usine. Le lendemain matin, lorsque la grande sirène retentit et que les ouvriers reprennent leur poste, la scène possède l'étrangeté poignante d'un cauchemar éveillé. Les hommes, postés au bord de la chaîne, sont pourtant exactement les mêmes. Leurs mains rugueuses connaissent chaque boulon par cœur, les clés dynamométriques sont réglées à l'identique, les blocs moteurs sont ceux qu'ils ont eux-mêmes forgés. Ce sont bien les majestueux Atlas, les robustes Ares et Celti, pur produit de l'ingénierie sartoise, qui défilent sur le tapis roulant. Et pourtant, au sortir des étuves chauffées à blanc, le choc psychologique est abyssal. Le métal n'est plus vêtu de sa fierté tricolore incandescente. Il porte désormais un uniforme étranger. La machine est charnellement familière, mais l'âme a irrémédiablement déménagé. Le travailleur manse au regard son œuvre avancée, et cette œuvre ne lui appartient plus. Il ne faudra que 30 petits jours. 30 au blafard d'un rude mois de novembre pour qu'un empire industriel souverain soit chromatiquement rayé de la carte. 30 jours pour que l'usine crache ses ultimes châssis orangés avant que le verre clair ne recouvre définitivement l'intégralité de la production. Dès la mi-novembre, sous les puissants projecteurs du Grand Salon Agritechnica de Hanovre, le repreneur allemand expose déjà sa nouvelle gamme généraliste, triomphante, unie sous sa seule bannière. Du losange jaune, il ne subsiste pas l'ombre d'un reflet. Mais l'effacement méthodique ne s'arrête pas aux lourds grilles de l'avenue Pierre-Pifot. Dans nos provinces, une gigantesque entreprise de nettoyage chirurgical s'amorce au fil des mois suivants. Les équipes de la nouvelle direction sillonnent inlassablement les routes de campagne pour déboulonner les grandes enseignes lumineuses qui éclairaient les bourgs de notre enfance. Dans les centaines de concessions du réseau historique, les belles plaques émaillées orange sont décrochées une à une, reléguées au fond des hangars sombres ou jetées sans ménagement aux ferrailleurs. L'absorption commerciale est totale, implacable et parfaite. Le point final de cette agonie étouffée ne sera posé que quelques années plus tard, à l'aube de 2009. Sur une chaîne de montage devenue exclusivement et impitoyablement verte, un ultime capot orange, commandé de longue date par l'administration de l'équipement, glisse avec lenteur vers la sortie. C'est un modeste tracteur ergo. Il avance au rythme régulier du convoyeur, l'ultime fantôme d'une épopée majestueuse de près de 700 000 machines. Quand ces énormes pneus touchent enfin le goudron de la cour, il n'y a ni crépitement de flash, ni discours enflammés, ni rassemblement ouvrier. Le dernier représentant de la lignée s'éloigne dans l'indifférence d'un anonymat parfait, clôturant dans un silence de plomb un siècle vibrant de gloire mécanique. Aujourd'hui, l'usine du Mans vit encore. Il faut le dire, par simple honnêteté intellectuelle. Derrière les lourdes grilles de l'avenue Pierre-Pifot, les immenses voitures ont dans de si abritent toujours des chaînes de montage en pleine activité, et des ouvriers sartois continuent de fabriquer chaque jour des tracteurs performants. Sous la rigoureuse bannière allemande, le site a même bénéficié de colossaux investissements, se transformant en une usine ultramoderne. Industriellement parlant, ce rachat est une incontestable réussite. Mais cette impeccable santé économique ne parvient absolument pas à masquer la nature profonde et irrémédiable de notre effondrement symbolique. La France, qui trônait fièrement jadis parmi les plus grands producteurs mondiaux de machines agricoles, a été silencieusement dépossédée. Regardez l'horizon de nos champs aujourd'hui. Les immenses engins de haute technologie qui retournent la terre de nos ancêtres portent tous des blasons étrangers. Qu'ils soient d'un vert américain, d'un rouge italo-américain ou d'un bleu japonais, aucun d'entre eux ne parle plus notre langue. Renault Agriculture aura été le tout dernier acteur de plein exercice, le dernier grand rempart tricolore. Sa disparition illustre avec une clarté poignante la méthode cruelle de notre désindustrialisation moderne. La redoutable logique financière du recentrage n'a même pas eu besoin de fermer les usines de force, elle s'est contentée de les vendre aux plus offrants. Les chaînes continuent de tourner, les hommes travaillent durement pour payer leur traite, mais la souveraineté, elle, s'est évaporée dans les brumes d'un simple bilan comptable. Pourtant, si vous prêtez l'oreille au cœur du silence de nos campagnes, vous réaliserez que l'orange n'est pas tout à fait mort. Il a simplement quitté la frénésie des concessions neuves pour se réfugier dans la pénombre rassurante et poussiéreuse des vieux hangars de pierre. Il survit,
magnifiquement patinés par le temps, écaillés par la rudesse des intempéries, sur la carrosserie d'un vieux Super 7 ou d'un increvable des 22 jalousement conservé sous une bâche. L'ancien tracteur de la régie s'est mué en un fantôme bienveillant, ressuscité avec amour par une armée discrète de collectionneurs passionnés. Sur les réseaux et les forums dédiés, ce sont des milliers de petits-fils de paysans qui partagent des vues éclatées de moteurs, qui chassent des pièces introuvables et qui restaurent, boulon après boulon, la machine vénérable de leur enfance. Dans l'odeur persistante de la graisse, ils ne réparent pas seulement de la vieille mécanique. Ils rapiècent un héritage national menacé. Lorsque des associations comme l'Amicale du Tracteur Renault organisent de grands rassemblements commémoratifs, ce sont près de 10 000 personnes qui se massent religieusement le long des chemins creux de la Sarthe. 10 000 âmes venues, souvent la gorge serrée par une émotion indomptable, regarder défiler en cortège des centaines de machines d'une couleur flamboyante que plus aucune usine ne produit. Pourquoi une telle ferveur inébranlable pour de simples blocs de fonte d'acier? Parce qu'au fond, ce n'est pas un banal outil agricole qui passe devant leurs yeux embués. C'est la silhouette familière d'un grand-père au volant, les mains calleuses fermement posées sur la direction. C'est le claquement si particulier de ce vieux moteur diesel qui parvenait à déchirer la brume de novembre pour annoncer le début du rude labeur. C'est la trace vibrante et mémorielle d'une époque révolue où l'ouvrier des forges et le paysan des champs étaient indissolublement liés par un pacte de fierté. Une époque bénie où la France forgeait encore de ses propres mains l'outil de son indépendance. Cet orange vif était infiniment plus qu'une simple référence de peinture industrielle. C'était la couleur noble de notre terre retournée, le reflet incandescent d'une paysannerie souveraine, une magnifique romance mécanique dont les échos poétiques résonnent encore et résonneront toujours au fond de nos sillons. Si cette longue plongée au cœur de notre mémoire rurale et industrielle a su faire vibrer en vous la corde sensible de la nostalgie, si elle a réveillé le souvenir précieux d'un matin brumeux ou le son familier d'un vieux tracteur au fond de la cour, prenez un court instant pour soutenir ce récit. Aimez cette vidéo pour saluer le travail et la mémoire de ces anciens ouvriers et paysans. Partagez-la avec vos proches pour que cet héritage ne s'efface jamais. Et abonnez-vous à notre chaîne pour poursuivre ensemble ce voyage à travers les grandes épopées de notre histoire. C'est votre fidélité qui est le véritable moteur de notre passion. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt.